Moi, je m'appelle effectivement Mathieu Gillette, j'ai 36 ans. J'ai monté plusieurs entreprises, notamment dans le bâtiment. J'ai commencé assez tôt à entreprendre. J'ai entrepris à l'âge de mes 20 ans. J'ai fait toutes mes études en alternance. Je suis issu d'une famille de la classe moyenne, rien de particulier, un petit peu un ovni. J'ai toujours eu envie d'entreprendre. Donc j'ai commencé tôt, j'ai fait toutes mes études en alternance pour gagner un peu d'argent, ce qui permettait d'aller moins à l'école et d'avoir un travail à mi-temps, une semaine sur deux entre l'école et le travail. Je suis issu d'une formation dans le commerce et j'ai monté ma première boîte à 21 ans. Elle n'a pas duré longtemps. J'ai Mhm. passé les 10 premières années de ma vie à entreprendre, mais plus disons, dans la recherche du statut social, peut-être que dans réellement une émancipation de l'entrepreneuriat. Et à 30 ans, avec un divorce, un enfant en bas âge, j'ai tout repris un petit peu à zéro avec l'expérience que j'avais sur les 10 années déjà passées. Et c'est là, finalement, que j'ai commencé à lancer l'une de mes activités qui me prend aujourd'hui 70% de mon temps, qui était la société de Rent Company. Ah oui, c'est ça. Et en fait, pour en parler, disons, de ta première boîte, et qu'est-ce qui avait suscité, disons, l'envie de te lancer et avec seulement 21 ans dans l'entrepreneuriat? L'envie de liberté, certainement, l'envie d'essayer soi-même. Je pense que l'entrepreneuriat, il y a une zone de risque, mais quand on est jeune, il n'y a pas énormément de risques. Donc, il faut essayer. Certainement un état d'esprit, peut-être un peu d'aventure également. Donc, c'est assez simple en France, mais comme ailleurs, je pense, de créer une entreprise. C'était des produits à la commande, donc pas beaucoup besoin d'argent finalement. Il fallait souvent plutôt trouver des clients. Mhm, c'est ça. Et donc, voilà, j'ai toujours eu envie d'entreprendre et voilà, c'est plus fort que moi, avoir un patron au-dessus de moi. Je me sentais toujours mis en défaut et je me croyais plus intelligent. Mhm. Donc pour ça et pour mener sa barque tout seul, j'ai préféré me lancer très tôt. Ouais. Et à cette époque, y avait-il une personne qui t'a inspiré pour pouvoir te lancer? Pas directement dans ma famille, personne n'a entrepris avant moi. Mhm. Je suis le Le premier. premier. Euh, Après, évidemment, je suis né en 1987, Oui, c'est ça. donc 11 à la mars. fin des 30 Glorieuses. Certainement que des gens comme Bernard Tapie, qui était un grand homme Oui, c'est ça. d'affaires, certainement aussi certains pionniers qu'on peut voir à la télé. Et ça fait toujours rêver ces Mhm. personnes qui entreprennent, qui parfois tombent, qui se relèvent. Et donc voilà, mais c'était vraiment cette recherche de liberté, plus qu'une personne qui m'a inspiré directement. C'était vraiment cette envie de faire moi-même et d'essayer. Oui, alors après, disons, un long parcours, maintenant ta pépite, c'est Direct Company. Et comment t'es venue, disons, cette idée de créer Direct Company? Très clairement, sur un malentendu ou sur un coup de chance, on pourra l'appeler comme on veut. J'étais à l'époque, je le suis toujours, ce qu'on appelle marchand de biens. J'achète des Mhm. biens, je les divise, je les revends en petits morceaux, ou autrement, je les achète, je les rénove et je les revends une fois tout bien refait. Et très concrètement, en ouvrant la porte à quelqu'un, cette personne m'a dit si je pouvais refaire la même chose, mais pour des clients qui voulaient investir. Et donc, en fait, c'est là que j'ai découvert finalement que ça répondait aux besoins de personnes qui veulent investir dans l'immobilier, mais qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas forcément la connaissance. Donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait possibilité d'offrir une offre en la standardisant avec une décoration qui était la mienne et avec un tarif qui serait également le mien. Oui, oui, c'est ça. Il n'y avait personne dessus. C'est encore aujourd'hui un marché de niche, puisque nous, on est une société spécialisée dans les travaux. On est en fait ce qu'on appelle une entreprise générale du bâtiment. Donc, on a nos assurances qui nous sont bien propres à notre activité. Et finalement, dans ce marché-là, beaucoup de personnes bricolaient, ou ce que j'appellerais bricoler, avaient une offre de service qui n'était pas forcément faite directement par eux,
avec des personnes plus ou moins qualifiées, parfois à des tarifs élevés, parfois des tarifs bas. Mais je Oui, pense c'est que ça. le tarif n'a rien à voir dans les affaires. C'était plutôt d'offrir vraiment une offre très large, très qualitative et où on laissait un peu de choix aux clients, mais pas trop. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé il y a 4 ans maintenant. La première année, j'ai pas fait grand-chose parce que je suis un perfectionniste, mais je suis aussi un petit peu feignant. Bon, Mhm. je travaille 12 à 14 heures par jour, sur 6 jours sur 7, mais à l'époque-là, voilà, je reprenais un peu. J'avais passé 10 ans à entreprendre, donc c'était un peu les Oui, démarrages. c'est ça. Et première année, j'ai fait 30 projets. Deuxième année, j'ai ouvert les 2 premières succursales. Moi, je suis en Bretagne, donc à l'ouest de la France. J'ai ouvert sur la ville du Mans, qui est assez connue pour les 24 heures du Mans, Oui, c'est ça. et sur une petite ville qui s'appelle Quimper, qui est aussi en Bretagne, où nous sommes, dans le Grand Ouest. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai ouvert comme ça 5 succursales. Et depuis l'année dernière, le développement a fait on va dépasser les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. On fait 200 appartements par an et on développe en franchise. Donc, c'est un nouveau métier passionnant. C'est plus vraiment des travaux, c'est vendre notre solution et nos process à des personnes qui veulent entreprendre, tout en gagnant du temps, en profitant de nos outils, etc. Donc, c'est un nouveau métier qui nous permet d'espérer multiplier par 10 les chiffres d'affaires sur les 3 prochaines années. Ah oui, c'est ça. Alors, il est vrai que c'est cliché en Haïti de parler de chiffre d'affaires, tout ça, mais avoir, disons, une boîte valorisée à 15 millions chiffre d'affaires, encore 15 millions d'euros, bien sûr, chiffre d'affaires, ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, partant et dans ton niveau, et c'est-à-dire et famille moyenne, tout ça, et jusqu'à maintenant, et alors je peux dire, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Tu dis que c'est extraordinaire. Moi, j'ai ouvert cette entreprise avec 5 000 euros que Waouh! j'avais mis de côté. Après, c'est pas pour faire le modeste, mais Oui. euh, il y a rien d'extraordinaire. En fait, il faut simplement se lever le matin motivé. Vu que c'est un travail à la commande, vous n'avez pas de stock, Uh-huh. d'accord? Donc, si je devais un peu parler à tes auditeurs, Mhm. je pense vraiment que quand on n'a pas d'argent et qu'on vient d'une famille moyenne, on a quelques économies qu'on a pu faire comme on pouvait. Ça n'a rien d'extraordinaire. Il faut simplement choisir un marché dans lequel vous n'allez pas avoir beaucoup à investir. Je t'imagine la chose. Demain, je ne vous conseillerais jamais d'ouvrir un restaurant où il faut acheter les locaux ou les louer, faire la décoration, acheter du stock, parce que tout ça, vous allez dépenser de l'argent avant même d'en gagner. Moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'en France comme ailleurs, je pense qu'il faut vendre des produits qui ne nous demandent pas forcément Du beaucoup stock. d'engagement, si ce n'est notre temps. Et vendre un produit à la commande, ça permet en fait de trouver le client et après de commander le produit. D'accord? Oui, oui, c'est ça. C'est comme finalement si tu faisais un livret sur Uber Eats ou des choses comme ça, et quelqu'un te commande un hamburger, et là, tu vas acheter tes produits. Si tu les achètes avant, tu as un risque que ça se périme, de ne Mhm. pas avoir assez de clients, si tu en as trop, tu peux être dépassé. Et donc, le travail Mhm. à la commande a vraiment cet avantage-là. Donc, je pense que c'est pas extraordinaire, c'est simplement le faire, être un petit peu commercial, bien s'en sortir, travailler votre présentation, votre façon de parler, votre façon de vous présenter. Et avec ça, vous pouvez conquérir le monde, je pense. Moi, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait. Mais je vais revenir à ta question initiale, c'est Oui, c'est quel ça. type d'investissement je privilégie, c'est ça? Ah, oui, c'est ça. Ok. Alors, quel type d'investissement je privilégie? Aujourd'hui, je prône ce qu'on appelle la diversification. Alors, évidemment, j'ai beaucoup d'immobilier. L'immobilier représente à peu près 70% de mon portefeuille aujourd'hui, Mhm. euh, qui est valorisé en quelques millions, j'imagine. Mais aujourd'hui, je diversifie énormément parce que l'immobilier, ça prend du temps. Il faut savoir qu'en France, on a un système qui protège énormément le locataire. Donc, on fait très attention à ça. On est beaucoup au chevet de nos locataires. Mhm, c'est Après, il y a vrai. d'autres moyens d'utiliser ou d'en tirer profit. On peut louer en courte durée sur des sites comme Airbnb, Booking. Oui, c'est ça. Et donc là, évidemment, on a moins de risques. Mais néanmoins, l'immobilier est chronophage.
Je vais te donner un exemple. Il y a quelques D'accord. années, je rêvais d'avoir 50 appartements. Et puis, le temps est passé. Et aujourd'hui, je diversifie beaucoup mon investissement en bourse. Même si au début, je conseille forcément de faire de l'immobilier parce que, en tout cas, en France, on fait financer par les banques. Donc, ça permet de se faire prêter de l'argent. Si on n'est pas mauvais et Mhm. qu'on fait une bonne affaire, eh bien, les loyers qu'on va rentrer vont couvrir notre financement et voir si on a été très bon en faisant soit nous-mêmes des travaux, soit en négociant le prix du bien, parce qu'il y avait beaucoup de travaux, des choses comme ça, on peut négocier le Oui, je prix. comprends. Là, souvent, ça te permet de faire ce qu'on appelle un cash flow, c'est-à-dire que tu vas rentrer 500 de loyer, tu vas rembourser 300 à la banque, et ben les 200 euros au milieu, Restant. alors en réalité, on a des impôts évidemment, mais si par exemple il te reste 100 euros, bah, c'est réellement de l'enrichissement que tu vas avoir Mhm. chaque mois qui vont rentrer. Donc j'ai commencé petit, un petit studio, un 2 pièces, un 3 pièces. Maintenant, j'achète des immeubles. Mais maintenant, j'en reviens parce que je pense que quand on se développe bien, il faut aussi savoir pivoter dans le temps. Et aujourd'hui, mon temps, je pense qu'il est très précieux. Et donc, en fait, la location me prend trop de temps. Donc là, j'ai beaucoup pivoté en revendant de l'immobilier. J'ai pu faire des très belles affaires. Donc, j'ai parfois multiplié par deux le prix que j'ai acheté et le prix que j'ai vendu. Alors, pareil, on paye des impôts, mais malgré tout, il m'en restait. Et cet argent-là, au lieu d'aller faire la fête avec, comme j'avais pu faire peut-être avant mes 30 ans, Mhm. je l'ai mis en bourse. Donc, on a des systèmes, pareils, qui sont très propres à la France, mais de manière générale, dans le monde, vous pouvez acheter des actions sur plein d'applications aujourd'hui. Et moi, je le fais avec mon système bancaire. On a ce qu'on appelle des portefeuilles en actions qui ne sont pas assujettis aux impôts. C'est peut-être un peu compliqué, mais de manière générale, vous achetez des actions et là, pour le coup, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que vous Mhm. mettez 10 000, 15 000, 20 000. euh, Vous pouvez rentrer Et en tu as DCA tout. tous les mois, j'achète un petit peu. Donc, vous pouvez mettre 50 euros, 100 euros en fonction de vos revenus. Et en fait, chaque année, tu vas toucher des dividendes. Exemple très concret, l'action Total Énergie est un gros de l'énergie fossile Mhm. dans le monde. C'est un des porte-étendards français. Total s'est acheté pendant le Covid à 30 euros de l'action Oui, et oui, oui. paye 3,80 € de l'action. C'est-à-dire que vous avez mis 30 euros. Chaque année, vous allez gagner 3,80 €. Alors effectivement, 30 euros, 3,80 €, ça fait rêver personne, mais Oui, imaginez de voilà. rajouter des zéros derrière. Si vous avez mis 3 000 euros à l'époque, chaque année, vous allez gagner 300 euros sans rien faire. Et aujourd'hui, l'action totale est valorisée à 65 euros. Donc, je diversifie ça beaucoup entre l'immobilier, maintenant les actions. Je fais un tout petit peu de crypto-monnaie. Je Mhm. fais très attention à ça parce qu'on est sur des marchés très volatiles. Et depuis quelques temps, je m'associe énormément dans des sociétés parce que je considère que de m'associer avec des sociétés, ça me permet parfois d'apporter les fonds, parfois Oui. d'apporter l'idée, mais en tout cas, c'est des parts sociales qui se valorisent. Et lorsque je partirai, eh bien, ces sociétés, je pourrais les revendre. Et donc, à ce moment-là, j'aurai un enrichissement personnel assez fort. Voilà mes différents types d'investissements. Bon, alors, on va utiliser ça, disons, pour faire la transition. Alors, tout en investissant, disons, dans plusieurs domaines ou encore dans plusieurs sociétés, alors, quelle est ta philosophie pour pouvoir gérer toutes ces équipes? Encore, quelle est ta vision pour pouvoir gérer toutes ces équipes? Alors, je te répondrai que ma vision, elle a muté à partir de mes 30 ans. J'ai passé 10 ans à entreprendre seul ou avec des équipes, des petites équipes. Mhm. Aujourd'hui, très réellement, je suis plus un leader qu'un chef. Mhm. Je suis encore au bureau là. J'ai commencé il y a 13h46 pour être très précis. Oui, c'est ça. J'ai eu une pause de 10 minutes ce midi. Je considère que je travaille beaucoup avec mes équipes, donc je fais beaucoup de réunions. Je suis capable de faire tout ce que font mes équipes, tant les personnes qui sont sur les chantiers que les personnes qui sont au bureau, que les commerciaux, que les assistantes. Et lorsque je peux et lorsqu'ils ont besoin, je sais leur tendre la main. Donc, j'aide beaucoup mes équipes, je les soutiens. Parfois, je suis aussi assez dirigiste, assez dur, Mhm. mais c'est toujours motivé par un souci de réussir, de satisfaire les clients, puisque évidemment, on a des clients, et ça n'est jamais personnel. Donc, si je fais une D'accord. remarque,
je sais la faire, tout simplement pour le bien commun. Et ensuite, bien, je suis beaucoup associé. Je dois aujourd'hui avoir entre 10 et 12 associés, je dirais. Et cette année, j'ai ouvert 30% de plus de sociétés que j'en avais avant. Et ce n'est pas fini puisqu'on est le 30 octobre et Oui, je oui. dois immatriculer deux nouvelles entreprises avant la fin de l'année. Donc, je fais beaucoup de réunions. Je suis très clair avec mes collaborateurs. Il y a une façon aussi de parler. On ne m'appelle, généralement, je n'appelle pas les gens. On s'envoie soit un mail, soit un message. On travaille le message avant. Donc, je travaille énormément la communication Ah, et d'accord. l'organisation pour éviter de s'envoyer 50 messages. J'envoie un message le matin, un message le soir. J'ai des routines qui me Mhm. font que j'envoie des messages le matin et après, je ne rouvre plus mes messages, mes mails, mes WhatsApp. Et je pense que la plupart de mes collaborateurs diront que je suis assez exemplaire. Je ne C'est sors pas exact. trop, je suis tout le temps à l'heure. Et donc, je pense que naturellement, ça emmène les gens dans cette aventure. Et en fait, et comment fais-tu pour recruter les membres de ton équipe? Qu'est-ce que tu cherches, de tes équipes, pardon? Qu'est-ce que tu cherches comme qualité chez eux? Alors, je ne prends jamais de CV quasiment, parce que maintenant, on va plus regarder les réseaux sociaux. Mais la Mhm, première chose que je demande, c'est si les gens sont engagés. mhm. Quelqu'un qui me dit, je commence à 8 heures, je finis à midi, je vais reprendre à 14 heures, je vais finir à 17 heures, qui ne croit pas dans l'entreprise, Je ça ne crois pas. me plaît pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, l'engagement de la personne, pour moi, c'est la qualité numéro une. La personne qui me dit, Mhm, j'ai envie de partager ça avec vous, j'ai envie de travailler, ça m'intéresse, dites-moi en plus. Ça, c'est les personnes engagées. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le feeling, mais je mhm. l'expliquerai surtout par des valeurs. Donc, je questionne beaucoup sur les valeurs familiales, les valeurs amicales et les valeurs professionnelles. Euh, je, je conseille toutes les personnes dans mon groupe, notamment les commerciaux, à ne jamais travailler avec des clients qui, euh, qui ne vous donnent pas confiance. Mhm. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous n'allez pas pouvoir les bafouer très longtemps, ça va revenir, C'est ça exact. va vous agacer. Donc voilà, ces valeurs d'engagement, ces valeurs de travail bien fait, ces gens qui ne se trouvent pas d'excuses quand on a un problème, on le solutionne, problème, solution. Ça, c'est des valeurs importantes et c'est comme ça. Après, il faut bien se dire que dans le recrutement, une personne sur trois ne correspond aux valeurs au départ et sur le long terme ne correspond pas. Donc on se remercie et on passe à autre chose. Mais ça se fait sur le long terme, monter des équipes. Et donc parfois on peut être déçu, parfois on a des belles surprises. Mais dans l'ensemble, si vous avez fait valeur engagement, vous aurez 80% de réussite. C'est exact. Alors, je sais que tu peux faire tout, disons, toutes les tâches dans tes équipes. Comment fais-tu pour déléguer certaines tâches et garder d'autres? Comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un qui a des tocs, donc Mhm, je suis rempli d'habitudes. C'est-à-dire que toute ma journée est écrite. J'ai un programme organisationnel, c'est-à-dire que ma journée commence à 7h30 et je m'efforce de commencer plutôt à 6h, 6h30 pour d'accord. avancer sur mon programme. Mais à 6h30, très précisément, je vais avoir envoyé un message à mes Mhm, proches collaborateurs, mes proches familiaux. Après, je vais avoir une séance d'étirement. Après, je vais avoir checké mes mails et tout ça est timé. C'est-à-dire que j'ai analysé le besoin que j'avais de temps et donc, en fait, tous les matins, jusqu'à 9 heures, mhm. je fais 100% d'administratif et c'est là que je délègue. Comment j'arrive à déléguer? Eh bien, en organisant aussi les programmes d'une journée complète, c'est-à-dire que nous, chez nous, tout employé a un programme, a une fiche de poste et a un programme. Mhm. Et donc, le matin, je vais donner des directives, des conseils. On a également des dossiers. Il faut savoir que dans notre activité, on a développé un logiciel directement qui pilote l'intégralité de l'activité, tant de la gestion quotidienne pour s'attribuer des tâches et on a intégré un énorme pôle de formation. Donc, pour déléguer, eh bien, il faut d'abord expliquer.
Oui. Parfois, certaines personnes comprennent vite, d'autres un peu moins vite. Il y a une expression en France qui dit il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Donc, pour ça, eh bien, il faut faire preuve de patience, former les équipes et former des routines. Et quand les gens sont habitués et ont une routine organisationnelle, eh bien, après, ça va comme du papier à musique. Évidemment, je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas de problématique dans nos Oui. activités, mais quand 90% de l'activité est drivée, eh bien, tu es beaucoup plus fort pour faire face à des problématiques parce que tu as tout fait le matin, par exemple, et donc tu es à jour de tes mails, tu es à jour de tes messages, tu es à jour de tes dossiers. Et donc, eh bien, quand tu maximises le temps, C'est exact. ça te permet de gagner du temps, des habitudes. Il est prouvé que Mark Zuckerberg, qui a créé Facebook, Oui, oui. s'habille tous les jours pareil. Et Steve Jobs avait la même problématique, c'est un peu Oui. bizarre, mais ils expliquaient que grâce à ses habitudes, il gagnait du temps parce qu'il n'avait pas à se soucier déjà de comment s'habiller. Mhm. Et ben, dans le travail, vous pouvez faire pareil, parce que si vous faites tous les jours la même chose, à la même heure, il faut 21 jours pour prendre une habitude. Oui, c'est Et ça. passer ces 21 jours, ça deviendra beaucoup plus facile parce que votre cerveau sera un peu comme un pilote automatique. C'est exact. Oui. Alors, c'est très bien tout ce dont tu viens de dire là. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir écouter ça. En fait, on va en parler actuellement, disons, d'ouvrages. Est-ce que tu as un ou des ouvrages qui t'aident vraiment à t'améliorer au jour le jour jusqu'à maintenant? Oui, j'ai lu, je suis en train de lire Faire une offre à 100 millions. Je ne pourrais pas te citer, je l'ai L'auteur? cité après. Je crois que ta question était un peu plus loin. Euh, ok, c'est bon, j'ai retrouvé mes notes, tu vois. Ah, Et donc, j'avais d'accord. quand même travaillé un peu Oh, oui, c'est le ça. sujet. Sur la lecture, là, je lis faire une offre à 100 millions. C'est un Américain qui a créé ça. Je vais vous le retrouver pendant D'accord. l'émission et je vais te dire. Je l'ai acheté sur Amazon. Hein, vous pouvez l'acheter au format Kindle. C'est un Américain qui vous explique comment faire l'offre parfaite. C'est un des seuls livres que j'ai lu cette année parce que c'est pas dans mon habitude de lire. Mhm. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Mais par contre, je m'inspire beaucoup de parcours de vie. Donc, je regarde beaucoup de films. Plutôt, je trouve que Mhm. c'est plus facile, plus inspirant. Peut-être l'image aussi, comparé à un Oui, livre. la lecture. Donc, si je pouvais en conseiller qu'un, c'est évidemment de regarder des reportages sur Elon Musk, Mhm. qui est pour moi un exemple de folie parce que il a une stratégie de l'échec, il essaye beaucoup de choses. Pour y arriver, il tombe, il remonte et à chaque fois, il avance. Oui, c'est ça. Euh, il y a évidemment, il y a aussi sur Netflix quelque chose sur la vie de Bill Gates qui est très intéressant. On pourrait penser que Bill Gates est un petit monsieur avec des lunettes et en fait, il a vraiment fait beaucoup de C'est un dons. geek. Il a créé beaucoup de choses dans le monde et pas que Windows. Et ensuite, il y a un film qui peut être inspirant, qui est un peu sur le film McDonald's, qui s'appelle Le Fondateur, Oui, oui, c'est exact. qui montre que même les créateurs d'une entreprise peuvent parfois ne pas avoir la bonne vision même de leur entreprise. Mhm. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Ray Kroc, c'est très intéressant. Bon, après, il y a des films comme Le Loup de Wall Street ou Moneyball, mais c'est pas des films qui sont très inspirants, c'est plus des vies un peu folles. Oui, c'est ça. Dernièrement, j'ai regardé We Crash, qui est sur Apple Plus, Non, et qui parle pas encore vu. d'Adam Newman, qui a créé WeWork, qui est un des plus We gros Work. coworking dans le monde, qui a été valorisé 50 milliards de dollars et qui est aujourd'hui peine. Donc, À avancer. ils ils l'ont payé pour partir. C'est un très bon, c'est très inspirant sur la folie de la création. Il crée quelque chose qui C'est est bien que sublime, ça. mais il en devient quasiment fou. Et en fait, ça explose. Et il faut voir dans l'entrepreneuriat l'échec. Et je pense que tout échec est une expérience. Et donc, c'est vraiment de ça que je ressors, Mhm. des inspirations que je pivote mes valeurs et que parfois je me remets en question sur de ne pas trop se laisser dépasser. Tu disais tout à l'heure le mot extraordinaire. Oui, oui, Je c'est ça. pense que
il n'y a que des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Euh, et en fait, ça peut arriver à tout le monde si ce n'est qu'on est bien câblé. Et même si aujourd'hui, on n'est pas le meilleur, on peut l'être plus tard. C'est pas une Je comprends. course. Et, euh, et donc voilà, c'est plutôt des films. Euh, le livre que je t'ai dit Oui, oui, s'appelle c'est. L'offre à 100 millions de dollars. Et Ok. c'est Alex Hormozy qui l'a écrit. Je vous le montre ici si vous le D'accord, voyez. merci. Euh, c'est un Américain qui t'explique comment faire une offre parfaite et que parfois, en analysant nous-mêmes l'offre qu'on fait à nos clients, on Mhm. peut très facilement l'améliorer parce qu'elle n'est pas parfaite. Et tant que vous n'avez pas une offre parfaite, alors ne faites pas d'offre parce que soit vous serez à baisser les prix et parce que votre offre n'aura rien de différent des autres. Et ça t'explique tout ça de manière très simple, avec des mots simples également. Et dès la page 5, si tu lis Ah oui, c'est ça. correctement, tu as compris que d'avoir une offre différente des autres, ça te permet tout de suite de faire la différence. Alors, on va parler d'échecs et d'expérience en même temps. On va retourner un peu. Et est-ce que Oui. tu peux nous raconter, disons, un échec que tu as eu, mais tu as pu et transformer, disons, cet échec en opportunité pour pouvoir avancer? Oui, alors, comme je te l'ai dit, j'ai entrepris à l'âge de mes 20 ans. Jusqu'à mes 30 ans, j'ai entrepris, j'ai fermé des entreprises Mhm. également. En France, c'est pas très bien vu. Dans des Oui, pays c'est plutôt exact. anglo-saxons, on dit que si tu n'as pas fermé deux entreprises, c'est que tu n'as pas testé. Oui, oui. Mais j'ai quand même eu un gros échec puisque à l'aube de mes 30 ans, j'avais monté une belle entreprise qui employait presque 50 personnes. De rien. Donc voilà. Mais je me suis rendu compte que je faisais énormément de social. J'avais Mhm. beaucoup d'employés. Aujourd'hui, on a 80 employés, donc on a même dépassé ce stade, mais j'ai beaucoup plus de responsables et j'étais un peu seul à la barre de ce bateau. Je gagnais 4 fois moins ma vie qu'aujourd'hui, donc je gagnais bien ma vie, mais pas tant que ça. Oui, c'est ça. Et j'étais vraiment enfermé dans un état d'esprit, et je pense que ça, je le déconseille à beaucoup. J'avais ma société, j'étais chef d'entreprise, et je me croyais vraiment au-dessus des autres. C'est-à-dire que Mhm. je considérais que d'être chef d'entreprise, c'était déjà très bien. Et donc, je m'étais enfermé dans cet état d'esprit que j'étais meilleur que les autres. Et jusqu'au jour où finalement, bien, l'entreprise ne marchait plus autant que prévu. Mon D'accord. offre n'était pas parfaite. Donc, on se battait sur des prix, hein, on vendait des fenêtres, etc. On se battait sur des prix, j'étais pas épanoui, les employés non plus. Et donc, on a eu un redressement judiciaire. Donc, c'est-à-dire que la société ne gagne plus assez. Donc, l'État met main basse sur votre société et gère vos comptes jusqu'à ce que vous puissiez redresser la situation. Il faut savoir que 87% des redressements judiciaires finissent Mhm. par une liquidation, c'est-à-dire que la société ne survivra pas. Il faut aussi savoir qu'une société sur deux en France est vouée à l'échec. Hein, donc, l'échec fait partie prenante de l'entrepreneuriat. Et donc, si tu veux, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. J'avais plus ma voiture, puisque la voiture était payée par la société. J'avais une très grosse Mercedes. J'avais plus de revenus. Je me suis séparé en même temps. Donc, ça a fait beaucoup de choses. Mais néanmoins, je suis sûr que sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui à te parler de tout ce qui a été fait depuis. Mhm. Parce que, en fait, j'avais oublié mon cap. Donc, j'ai su le réécrire, apprendre de ça. J'ai perdu 10 kilos aussi, donc ça, c'est un très bon régime. Je le D'accord. conseille pour ceux qui veulent maigrir. Fermez une entreprise, vous verrez, les nuits sont courtes et vous avez moins d'appétit. Mais dans toute cette tourmente, ça m'a laissé après, pendant un an, dur. Hein. Moi, j'avais plus d'argent. Mhm. Mais par contre, j'ai vraiment fait une introspection. Et en fait, c'est pas du tout un échec, c'était une expérience. J'avais oublié que monter une entreprise, c'était une aventure et pas une fin en soi. Oui, c'est ça. J'étais plus dans la recherche de challenge. Aujourd'hui, je le suis tout le temps. Et très clairement, ça m'a permis de chasser énormément de personnes toxiques dans ma vie, des gens que je côtoyais, mais qui étaient finalement là plus parce que j'avais une belle voiture et je sortais dans les beaux endroits et je dépensais beaucoup d'argent dans des bouteilles de champagne plus que Mhm. dans mon entreprise. Et donc, sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, clairement, l'échec, c'est pas. Soit on prend le côté négatif et Mhm. on n'avance plus,
soit on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai mal fait? On s'analyse. Est-ce que je peux m'améliorer? Si vous recommencez pareil, bah, cet échec, il ne vous servira à rien. Mhm. Si vous recommencez différemment en vous analysant, mais très clairement, vous aurez toutes les chances de réussir. Et j'ai envie de vous dire, faut avoir des échecs le plus tôt possible dans sa vie C'est parce exact. que c'est comme en amour pour vous imaginer la chose. Souvent, plus le temps avance, plus on sait ce qu'on veut pas Voilà. plutôt que ce qu'on veut. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Et les échecs vous servent à ça, savoir ce que vous voulez plus. Et les erreurs que vous avez faites, bah, que vous ne les referez plus finalement. Oui, alors, je sais qu'on ne cesse de dire n'abandonnez pas, mais par contre, ma question pour toi en ce moment, c'est à quel moment on doit laisser tomber, disons, un projet ou encore une entreprise pour pouvoir dire, bon, d'accord, c'est terminé, je dois passer à autre chose, Et ben, personnellement. le jour où vous gagnez plus d'argent, où vous allez à reculons au travail, très clairement, même si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous n'êtes pas émancipé dans votre activité, Mhm. que vous n'avez pas envie d'y aller, je vous conseille d'arrêter. Bien sûr, si vous ne gagnez pas d'argent avec votre activité et que vous êtes persuadé que ça va marcher, mais que ça fait des années que vous ne le faites plus, arrêtez aussi. Parfois, d'accepter que c'était une mauvaise idée, le plus tôt possible, c'est le mieux. Oui, d'accord. D'accord? Après, il y a évidemment parfois des clients. Donc, si vous avez des clients, je vous conseillerais d'emmener votre activité au moins jusqu'au bout pour satisfaire à minima les Les clients clients. et d'arrêter votre activité. Est-ce qu'il y a un bon moment pour arrêter? Je pense pas. Je pense que c'est un jour comme un autre où vous vous dites juste, j'en ai marre, je me reconnais pas. N'oubliez pas les promesses que vous faites quand vous entreprenez. Où est-ce que vous vouliez aller? Mhm. Généralement, au départ, on le fait tous pour l'argent parce qu'on se dit, je vais être riche, je vais être riche. Mais plus le temps avance, plus on se rend compte que c'est peut-être secondaire et que de s'émanciper, d'avoir des collaborateurs et des associés en or. Moi, sincèrement, ils sont en or massif. Chacun de mes associés et 80% des salariés que j'ai dans mon entreprise, je partirai à la guerre avec eux. Je Mhm. partirai en vacances avec eux. Je ferai un week-end avec eux. Et donc, en fait, je suis très heureux dans ce travail-là parce que réellement, je suis central dans ça, mais je suis tellement rien sans eux que je suis Mhm. très émancipé. Donc, je pense que le bonheur et l'émancipation est tout aussi important que l'argent. Et si vous ne l'avez pas, c'est le moment d'arrêter, tout simplement. D'accord. Et enfin, et disons, comment encourages-tu les auditeurs de cette émission à devenir plus, bien sûr, à agir et à mettre en pratique, disons, tes conseils et tes astuces afin d'améliorer leur développement personnel ou du moins professionnel? Ben, je vous dirais de regarder ce qui se fait ailleurs. J'imagine que, en tout cas, c'est ma vision que j'ai d'Haïti. Mhm. C'est en plein développement. Oui, c'est ça. Et vous avez forcément une classe moyenne qui émerge, où vous avez forcément des besoins qui émergent. Mhm. Et dans le livre que je lis, et c'est très bien expliqué, est-ce que vous pensez vraiment que, je prends l'exemple des hot dogs, Mhm. si vous vendez des hot dogs qui sont mauvais, chers, vous allez en vendre beaucoup dans un square, par exemple. Mais je vais vous prendre la même situation, vos hot dogs, ils ne sont pas bons, ils sont chers, mais vous allez à la sortie d'un stade de foot où les gens ont bu de la bière et sont affamés. Mhm. Ben, vous allez en vendre parce que De vous toutes les répondez manières. simplement à un besoin. Et ce que je conseillerais à tes auditeurs, c'est d'analyser à Haïti quels sont les besoins aujourd'hui. D'accord? Mhm. Est-ce que j'ai des gens qui, je ne sais pas, accèdent aux deux roues, aux voitures électriques? Est-ce Oui. que j'ai une classe émergente qui veut vivre dans des appartements, dans Mhm. des quartiers? Est-ce que j'ai une classe émergente qui veut, je ne sais pas, se former, qui veut peut-être aujourd'hui prendre soin de soi? Généralement, lorsqu'un pays commence à engranger de l'argent, eh bien, tu as forcément une classe qui veut prendre soin de soi par le sport, Oui, par oui. les compléments alimentaires, par l'alimentation. Et donc, l'alimentation, le logement, d'accord? La Mhm. fête aussi, hein, Oui, c'est ça. faut pas se mentir. Il y a beaucoup de. Lorsque les populations commencent à s'enrichir, elles ont envie de faire la fête. Donc, évidemment, ouvrir des bars, ouvrir des restaurants, ça fonctionne toujours. Ce qu'il faut, c'est que ça réponde à un besoin. Et essayer de répondre aux besoins différemment des autres. Si vous faites la même chose que votre voisin,
et que vous vous dites juste, je vais vendre moins cher que lui, vous n'attirez que les gens pour le prix. Mhm. Attirez les gens par votre diversité, par les qualités que vous avez. Très concrètement, vous êtes quelqu'un de très gentil, très sympa, très commercial. Bah, allez D'accord. vendre des choses, c'est évident. Si vous êtes demain ultra sportif, eh bien, essayez via les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça nous permet, encore une fois, d'avoir de la publicité D'accord. un De petit la peu valeur. gratuite, on va dire. Eh bien, montrez votre corps, montrez ce que vous faites, Mhm. montrez votre routine et faites-le de manière différente, drôle, pas drôle, sérieusement, ce que vous voulez, mais soyez vous-même et inspirez les autres. Et vous verrez qu'en répondant à un besoin et en le faisant de manière différente, ça vous permettra de le vendre plus cher et de gagner plus votre vie. C'est vraiment le conseil qu'il faut garder en ça, c'est que ne faites pas une société pour être le moins cher, vous allez Mhm. courir après la marge. Faites quelque chose, soyez cher dès le début, c'est pas grave si vous avez moins de Mhm. clients, mais vous vivrez mieux à long terme. Voilà ce que je peux te donner comme conseil sur comment se lancer au départ. Merci infiniment, Mathieu, non seulement pour ta personne, tu es quelqu'un, disons, inspirant. Alors, j'espère vraiment nos Haïtiens, et pour en citer d'un autre Mathieu, vont prendre de la graine et pour pouvoir vraiment avancer. J'espère vraiment qu'ils vont utiliser tes conseils, tes astuces afin qu'ils puissent vraiment avancer dans leur vie professionnelle ou encore personnelle. Merci à toi pour toutes, disons, tes informations que tu as partagées avec nous, les tuyaux que tu as partagés avec nous. J'espère vraiment qu'on va pouvoir utiliser ça pour avancer. Un dernier mot avant de partir. Oui, merci déjà de l'invitation, Raymond. Merci à toi. J'espère que j'aurais pu aider des personnes. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est très Je partage très souvent ma vie en story. Je donne des conseils, etc. Ce qui est très important, c'est de s'écouter soi-même, je pense. Mhm. On n'est pas tous faits pour entreprendre, mais on peut tous entreprendre. On est tous des gens ordinaires. On Mhm. peut faire des très belles choses. Ce qui est important, c'est de ne pas forcément écouter les personnes toxiques qui vont vous dire tu n'y arriveras jamais, tu arriveras pas à ça. Sachez qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et je pense qu'il est très important de croire en vous, que ce soit à Haïti, que ce soit en Mhm. France, que ce soit n'importe où dans le monde. Si la personne qui est en face de vous vous dit tu n'y arriveras pas, c'est simplement que vous n'êtes pas au bon endroit. Mhm. D'accord. Je vais juste t'imager ça une dernière fois. Imaginez une bouteille d'eau par terre dans la rue, pas ouverte. Je Mhm. ne sais pas quelle valeur vous lui donnerez, mais imaginez cette même bouteille d'eau dans un supermarché et imaginez-vous cette même bouteille d'eau à l'aéroport. Oui, Vous remarquerez que l'aéroport, la bouteille, on va vous la vendre 5 euros, 10 euros. c'est Mais vous exact. n'avez pas le choix. Vous êtes dans un aéroport, vous allez prendre l'avion. Dans le supermarché, on va peut-être vous la vendre moitié prix et par terre, on va peut-être vous la vendre un quart du prix. Oui, c'est ça. Pourtant, cette bouteille d'eau, c'est toujours la même. C'est juste l'endroit où il est qui fait sa valeur. Et donc, c'est ça qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous soyez au bon endroit, que vous n'ayez pas de doute sur vous, et que si les gens vous disent que vous n'êtes pas bon, vous n'êtes juste pas au bon endroit, changez d'endroit, C'est ça. jusqu'à ce qu'on arrive à vous dire, OK, tu as de la valeur, tout être humain a de la valeur, c'est simplement l'endroit où il est parfois qui est un peu dur. Donc, essayez de changer ça par les études, par l'entrepreneuriat, mais par plein d'autres choses. Il n'y a pas que Mhm. ça, c'est le sujet du jour, mais donnez-vous de la valeur et croyez en vous. C'est peut-être le mot de la fin, Rémi. C'est ça. Entourez-vous des personnes qui vous tirent vers le haut, c'est ça. Alors, on va terminer, Exactement. disons, à l'heure. Merci Mathieu. À la prochaine, disons, pour une autre Merci conversation Raymond. aussi inspirante que celle-ci. Merci pour l'invitation. Bonne Merci à soirée. toi. Bonne journée. Ciao.